Cette édition de Spécial Cinéma, Sophia Loren, vous est consacrée. Vous nous aviez fait l'amitié de nous recevoir ici, chez vous, il y a un an et quelques années, et quelques mois, pardon. Et nous revenons chez vous parce que vous venez de publier au Seuil un livre qui s'intitule Une bonne étoile. Un livre dans lequel il y a d'ailleurs beaucoup d'éléments, de notions sur votre vie personnelle. Et c'est pourquoi nous nous permettrons de vous poser des questions d'ordre personnel, puisqu'elles figurent dans le livre. Alors j'ai demandé à François Chalais de bien vouloir participer à cette interview à double titre, d'une part parce que c'est l'un de vos amis, et puis d'autre part parce que François Chalais a assisté depuis le début pratiquement à toute votre carrière, à toute votre ascension. Alors François Chalais, si vous voulez bien poser la première question. On a dit tellement de choses sur vous que ça n'a fait peut-être qu'embrouiller ce qu'on pourrait appeler le mystère Sophia Loren. Tout ce que l'on écrit d'ailleurs sur quelqu'un devient toujours plus ou moins faux. Volontairement ou involontairement, vous répondez à un journaliste, vous lisez le papier qu'il a écrit, vous êtes très étonné, vous dites c'est pas possible, j'ai jamais dit que un tel était une affreuse garce, etc. Et pourtant c'est ce que l'on retrouve. Est-ce qu'il vous est arrivé de lire un article sur vous qui correspondait à la vérité, au moins une fois? Oh oui, je crois. Je crois quand vous avez commencé à écrire des articles sur moi. Ouais. Oui, ben, oublions-moi. Oublions-moi. Non, mais je veux dire que on a écrit tellement de choses sur vous et qui, quelquefois, ont dû vous faire mal. Alors, Ouais, parlons c'est plutôt pas- tout de suite de cela. Quelles sont les pires choses que l'on a écrites sur vous? Ne perdons pas de temps, tout de Oh, suite. les pires, c'est toujours le pire quand on ne dit pas la vérité, quand on déforme tes mots, quand vraiment tu peux avoir une conversation très amicale avec quelqu'un, mais dans l'esprit de ce quelqu'un, il y a l'esprit toujours d'écrire du mal de toi. Et tu le ressens, peut-être dans la conversation, tu essayes de l'oublier, mais dans ton esprit est toujours là, cette sensation négative. Et quand tu vois le papier, voilà. Mais pourquoi est-ce que tu les gens font réalises. ça? C'est par besoin de nuire, de diffamer? Ils sont quand même pas si méchants. D'être Peut-être, brillants, mais peut-être. peut-être parce que quelquefois les journalistes ou ces gens-là, que moi je n'appelle pas journalistes vraiment, je crois qu'il manque de fantaisie. Bon, il faut dire aussi que la vie a fait que, quelquefois, ils ont pensé qu'en parlant de certaines choses qui vous arrivaient, ils pourraient écrire un papier à sensation. Il n'y a quand même pas tellement de gens que l'on a traités d'être bigames. Il n'y a pas tellement de gens qu'on a accusés d'avoir fait des photos obscènes. Je me souviens qu'on vous a accusé, vous le dites dans votre livre, qu'on vous a accusé d'obscénité parce que quand vous étiez très jeune, vous avez posé un maillot de bain avec une serviette de... Oui, mais c'était vraiment une autre époque. Ouais. Ça fait 20 ans de ça. Aujourd'hui, si je pose dans la même situation On dit avec pourquoi elle est venue en là, manteau de fourrure. c'est une autre monde maintenant. Ouais. On évolue. C'est complètement différent. Ce qu'on devait censurer il y a 20 ans, on ne le censure plus aujourd'hui. En tous les cas, il y a une chose qu'ils n'ont pas écrit, tous ces journalistes, et que vous écrivez en début de votre livre, et qui me paraît très important. Vous dites « Je suis né sage, sagesse de la rue, sagesse du peuple. Ma sagesse fut mon titre de naissance. Je suis né vieille aussi et bâtarde, mais j'avais deux privilèges à la naissance, être né sage, être né pauvre. » Est-ce que c'est un privilège, finalement, d'être né sage? Je ne suis pas née sage dans le sens que peut-être je suis devenue sage parce que quand on rentre dans le monde à l'époque de la guerre, comme je suis rentrée dans ce monde, et quand on doit faire face aux problèmes que j'avais à ce moment-là, le problème de la faim, de la pauvreté, les maladies et la guerre, les bombardements et tout ça, et on se fait des expériences dans la rue. Oui, et vous dites d'ailleurs une Alors très... vraiment, on devient sage avant de devenir adulte. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on Alors- on a plusieurs naissances finalement? Il y a d'abord sa naissance, et puis ensuite on est comme une adolescente, et puis on est comme une femme plus évoluée. Ça sont l'expérience de la vie qui te porte à Quand, ces plusieurs quand on naissances. pense à votre vie, quand on lit votre livre, etc., qu'on réfléchit à vous, on se dit, mais dans le fond, quel affreux mélo. On a envie de dire, il y en a trop. Voilà la pauvre petite, qui Oui, est mais si tellement c'est la misérable. vérité. Mais bien sûr, mais la vie est comme ça, je ne vous reproche pas. Non, quand Euh, on parle du privilège d'être pauvre, moi je crois que c'est un privilège si on s'en sort et qu'on devient riche après. Parce que le pauvre... Non, parce que quand même, ça te laisse dedans toi une blessure, Ouais. une chose tellement forte qui vraiment, si tu es positive dans ta vie, ça devient un trésor, ça devient un privilège.
Alors et François Chalet dit que c'est presque un mélo, votre livre, au niveau de la narration de cette enfance, et c'est vrai, parce que vous racontez, je crois, quelque chose qui vous a beaucoup frappé, une humiliation quand vous parlez de l'école, que vous arriviez soit la première à l'école, Ou soit la dernière, dernière pour ouais. ne pas être attaqué ou injurié par vos petites camarades. Pas attaqué, j'avais un complexe terrible parce qu'à cette époque-là, je vivais dans un petit pays comme Pozzuoli. C'est un petit pays de province. Et tous les enfants vivaient dans une famille bien établie, avec une père, une mère, des sœurs, tout était légal. Mais pour moi, rien n'était légal parce que ma mère était d'une beauté terrible. Elle ressemblait à Elle était Garbeau. blonde, ça ressemblait à Garbeau, elle n'était pas mariée, et elle avait des enfants, et nous n'avions pas le nom. Alors je me sentais vraiment terriblement gênée parce que je n'étais pas comme les autres. Votre père vous Et l'a abandonné. quelquefois, oui, bien sûr. Oui. Mais quelquefois, quand j'allais à l'école, vraiment, j'avais beaucoup de jalousie pour les enfants qui avaient une mère avec un petit chignon comme ça, très modeste comme ça, parce que c'était comme ça, la normalité des femmes, des mères de mes amis. Et vous dites à un Et moment donné... j'étais vraiment gênée quand ma mère venait à la Oui. maison, elle était tellement belle que tout le monde la regardait, et alors j'essayais de me cacher. Vous dites à un moment dans votre livre, d'ailleurs une phrase très belle, assez cruelle aussi, vous dites « Une enfance malheureuse, c'est comme un trésor, on le garde toute la vie ». Ah, bien sûr, je viens de le dire avant, c'est une chose pour moi formidable parce que ça me sert beaucoup dans ma vie professionnelle. Parce que je crois que quand on fait des scènes, quand on fait des caractères, des personnages dans les films, je crois que vraiment on doit être très honnête avec soi-même et il faut vraiment sortir ce qu'on a dedans. Et moi, j'ai beaucoup de choses à sortir. Alors, on peut rester un petit peu, quelques secondes, sur votre personnalité, qui est éclairée dans votre livre par des témoignages de vos proches, des témoignages de Carlo Ponti, votre époux, des témoignages de votre tante, des témoignages de votre sœur Maria, des êtres qui vous connaissent donc bien. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé et que l'on peut ressentir, même si on ne vous connaît pas beaucoup, qu'on vous connaît extérieurement, comme le journaliste que je suis. Par exemple, que vous êtes très raisonnable, que vous ne souriez pas souvent. Votre tante dit, elle ne riait pas, elle ne souriait pas. Votre sœur Maria précise, elle est silencieuse, méditative et donne l'impression d'être seule. Il semble que vous n'ayez pas, apparemment comme ça, le goût pour le bonheur et que vous êtes finalement très raisonnable, que vous avez brimé en vous toute la folie qu'il y a. Est-ce que c'est exact? C'est pas vrai, non. Je suis quelqu'un de très sensible. J'apprécie la vie, j'adore la vie, je me réjouis que je suis en vie. Et je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Je suis pas triste, non. Je suis une fille assez gaie, je dois dire, quand je me sens vraiment à l'aise. Pour moi, Sophia Loren, pardonnez-moi, c'est d'abord quelqu'un qui aime marcher pieds nus dans sa cuisine en faisant des spaghettis. Voilà. Ça défie peut-être la légende, mais enfin, c'est exactement comme ça que je la vois. Si j'aime Oui, la cuisine, oui, ça signifie que oui. j'aime la vie. Oui, bien Ouais. sûr. Est-ce qu'il est vrai que votre mère est obligée de voler pour vous nourrir? Oh, pendant la guerre, oui, Oui. pendant la guerre, parce que quand, au dernier moment, jusqu'avant que les Américains arrivaient dans Naples, vraiment, il n'y avait rien à manger. Et ma sœur, quand elle était petite, elle a eu toutes les maladies des petits gosses à cet âge-là. Et il y a eu des moments qui vraiment on n'avait rien à manger et ma mère est allée dans les rues à demander à n'importe qui si elle voyait qu'ils avaient quelque chose dans les mains, de demander la moitié de ce qu'ils avaient. Moi, je pense que la sagesse dont vous avez fait preuve vient aussi de ce que finalement vous avez toujours eu peur. À cause de cette pauvreté, vous ne pouvez pas penser que les choses sont arrivées, que c'est définitivement terminé, que maintenant il n'y a plus de danger. Donc, vous racontez notamment quand vous étiez donc à la libération de Naples, il y a une histoire, vous avez toujours eu peur parce qu'un jour vous étiez dans un tunnel. Parlez-moi un peu de ce tunnel. Pendant les bombardements. Pendant les bombardements. Oh, le tunnel, pour moi, c'était C'est le terrible. cauchemar C'était un éternel. décor de nuit affreux. Je me souviens des rats, je me souviens de l'odeur des corps humains, des cafards et de tout ça, des cris. Pour moi, si vous me nommez le tunnel, c'est un cauchemar. Ça vous revient de temps en temps quand vous dormez? Terrible. Avant, mais plus maintenant. Depuis que j'ai écrit tout ce que je ressentais dedans moi sur mon enfance, je n'ai plus de cauchemar. À un moment donné, vous l'écrivez dans votre livre, vous avez été confronté finalement à deux hommes pour lesquels vous aviez des inclinaisons.
vous en parlez dans votre livre, et vous avez choisi d'épouser Carlo Ponti. Vous dites d'ailleurs à un moment donné, j'ai un peu épousé ce père que je n'ai pas eu et que j'ai toujours cherché. Est-ce que vous n'avez pas choisi, à ce moment-là, entre ces deux hommes, la sécurité par rapport à la passion? Ah non, pas du tout. Non, je crois que la relation que j'ai eue avec Cary Grant, vous parlez de Cary Grant, bien sûr, c'était une chose vraiment très profonde. Je n'ai pas choisi à la fin Cary parce que vraiment, il n'avait pas de father figure, la figure du père. Alors je crois que j'ai choisi j'avais ce complexe de mon père depuis ma naissance. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer mon livre avec mon père et le terminer avec lui. Et vraiment, dans ma vie, j'avais besoin d'un homme comme Carlo, parce que seulement là, avec lui, je pouvais sentir que j'avais des racines et je pouvais vraiment avoir dans la vie quelqu'un avec lequel j'avais beaucoup de confiance. Je crois que l'idée du père l'emportait sur la présence du père. Oui, Vous aviez plus besoin encore de cette idée que de la présence physique de cet homme. Oui. Il y a aussi que finalement, cette misère que vous avez connue, c'est bizarre à dire, mais vous a aidé professionnellement. Quand vous avez fait la journée particulière, vous dites que vous avez pu le faire d'autant mieux que ça ressemblait à ce qui se passait chez votre grand-mère. C'est vrai ou c'est la littérature? Ah non, c'est C'est vrai. tout à fait vrai. Ouais. Oui, vraiment, j'ai essayé de me souvenir toujours des gestes de ma grand-mère quand elle était à la cuisine, quand j'étais là tout petite et j'allais à l'école et je faisais mes devoirs dans la cuisine. Tous ces gestes, quand elle avait les assiettes, quand elle faisait la cuisine, quand elle pouvait me soigner à moi, tout ça, vraiment, c'était des souvenirs formidables. C'est un être qui compte d'ailleurs beaucoup, votre grand-mère, on le sent beaucoup dans votre livre. C'est peut-être l'être qui compte le plus pour vous, non? Il y a ma grand-mère, ma mère, oui. On pourrait peut-être arriver au cinéma parce qu'après tout, on a un peu tendance à l'oublier. Sauf peut-être une actrice. Oui. Et justement, peut-être François, si vous le permettez, avec une question aussi. Finalement, vous écrivez, moi je n'avais pas d'ambition, mon rêve c'était d'épouser un brave garçon et d'être institutrice à Pozzuoli. Finalement, le cinéma... Ça, je voudrais voir ça. Ah, c'est écrit noir sur blanc. J'irai à l'école. Oh bon, écoutez, moi, l'envie de ma vie, c'était de me marier, de réussir dans une profession, n'importe laquelle, mais de réussir bien. Ouais. Enfin, un jour, le cinéma arriva. Comment est-ce que vous l'avez découvert? Le cinéma, je l'ai découvert dans les petites salles de Pozzuoli où je vivais. C'était pour moi vraiment j'avais une sens libératoire dedans moi. Quand je rentrais dans cette petite salle et l'écran commençait à s'allumer comme ça, et je voyais des images et des histoires merveilleuses et des décors fantastiques avec des acteurs que j'aime encore maintenant, comme Tyrone Power, Clark Gable, Alan Ladd, John Wayne. C'était vraiment pour moi un monde magique, un monde... j'oubliais toute la réalité qui était dehors. Et c'était vraiment pour moi des moments inoubliables. Et je crois que le cinéma était fait pour ça, à cette époque-là, pour vous faire oublier la réalité. Oui, parce que nous venions de quitter une guerre quand même, et nous avions vraiment besoin de ça, surtout les gosses, les petits-enfants. Et puis, il y a eu quelque chose avec vous, Sophia Loren, qui est absolument extraordinaire, qui ne pouvait arriver qu'avec vous. C'est que très peu d'années après, vous avez pu aller sur place à Hollywood vérifier si la réalité correspondait à la légende. Et tous ces personnages qui sont restés des fantômes brillants, merveilleux, géniaux pour la plupart des gens, mais imaginaires, vous avez pu les toucher, ils étaient à côté de vous, ils vous parlaient. Mais ça, vraiment, c'était quand j'ai vraiment touché ça, quand... je crois presque 10 ans plus tard, quand je suis allée à Hollywood et je suis allée à ce fameux cocktail où il y avait vraiment tous les acteurs qui existaient en ce moment à Hollywood. Vraiment, pour moi, c'était plus qu'un rêve, c'était une chose vraiment incroyable parce que moi, je ne pensais jamais de devenir une actrice internationale au point que ces gens-là que j'avais vus dans le petit cinéma de Pozzuoli étaient autour de moi là, en me disant des choses formidables sur ma beauté, peut-être sur ma carrière, ou sur des choses comme ça. Comme si votre rêve les avait créés. Oui. C'est vrai, il y a quelque chose qui est ennuyeux avec les rêves, c'est qu'à un moment, on se réveille.
Bon, est-ce que la magie n'a Mais pas quand je me suis disparu? réveillée, c'était vraiment pas une déception pour moi. Oui. C'était vraiment une chose formidable parce que si tu rêves vraiment à des choses et les rêves deviennent réalité, c'est vraiment le maximum. Et alors avant Hollywood, il y a eu cet acharnement de votre mère pour que vous fassiez du cinéma et surtout vous trouver des rôles. Et il y a eu ces fameux essais avec les opérateurs qui étaient désespérés, disant à Carlo Ponti déjà, mais c'est pas possible, le nez est trop Mais long. quand je suis allée à Rome. Oui, tout à les fait. hanches sont trop, je sais pas trop longs, trop de ouais. hanches, trop de nez, etc. Enfin, Trop de Oui. nose, comment on Oui, dit? de nez. Trop de nez, Ouais. trop de bouche, Trop de trop bouche, de... etc. Vous aviez un physique impossible, trop. disons le mot. Physique Trop. impossible. J'avais Ouais, tout ouais, de, ouais. trop Aucun de tout. avenir, quoi. Trop de tout, mais quand même, je savais très bien que moi, je n'étais pas comme les autres, dans le sens que moi, je n'avais pas une beauté normale, dans le sens classique du mot, tout était parfait, non. J'étais quelqu'un qui s'imposait pour un type assez exceptionnel. Et je pouvais avoir de la chance à me faire accepter par les gens, mais ce n'était pas facile pour moi, tout à fait au début. Pas facile du tout. Alors, ce qu'il y a de très frappant dans votre carrière cinématographique, on s'aperçoit que tout ce qu'il y a de force vive, c'est-à-dire la véritable Sophia Loren, finalement, il y a un homme qui a su la voir très bien comme metteur en scène, c'est Vittorio de Sica, qui parle de vous en disant « mais elle est vive, elle est spontanée, elle peut prendre des colères extraordinaires, elle est exubérante, bref, elle est napolitaine ». Et ça, dans les films que vous avez fait avec lui, on le sent formidablement. Alors que tout le côté américain, on trouve une toute autre femme, si vous me permettez l'expression, madame, un peu aseptisée, dirais-je, sur le moule américain, sur le moule hollywoodien. Mais je crois que quand même une actrice doit faire tout. Moi, je suis née italienne, et les Italiens, nous devons vraiment faire choisir notre chemin dans le monde. Nous ne pouvons pas rester seulement en Italie. Ce n'est pas comme les Américains. Les Américains ont un marché incroyable. Alors, ils restent en Amérique, ils font leur carrière en Amérique et c'est fini. Mais nous Italiens, nous ne pouvons pas faire ça si nous voulons vraiment avoir un avenir dans le cinéma ou dans les autres domaines. Alors, pour moi, c'était pas facile. Et il fallait que j'apprenne l'anglais, il fallait que je me fasse une carrière même à Hollywood pour me faire un nom international et pour avoir après le plaisir de choisir les rôles que vraiment j'avais envie de faire. On dirait que les Italiens sont doués pour ça, parce qu'à l'heure actuelle, tout le cinéma américain est colonisé par l'Italie. Ah oui, de Coppola, tout, ça, tout, enfin, oui, bien Scorsese, sûr, enfin oui, tout, ça, De oui. Niro, Ah les, oui, les tout, plus, tout, tout. les plus grands. Moi, je voudrais revenir sur Hollywood, parce que vous dites que vous avez trouvé le rêve tel que vous l'aviez imaginé quand vous étiez jeune. Tout à fait. Vous n'avez pas été du tout déçu, d'un coup Ah, vous non. êtes trouvé en face de gens, vous êtes aperçu qu'un tel était peut-être un affreux ivrogne, que Alan Ladd, il fallait le mettre sur un tabouret quand il tournait avec vous pour qu'il soit à la bonne hauteur. Enfin, il n'y a pas Non, eu de... vous savez, mais Non. moi, j'essaie toujours de voir dans les gens le côté positif. Ouais. Moi, je n'essaie jamais de juger les autres parce que ce n'est pas dans ma nature. Et même si quelquefois j'étais un peu déçue, ce n'est pas à moi de l'admettre. Mais ça, c'est une réponse très très polie. Non, Mais non, dans c'est votre- pas poli. Italienne, elle est Non, normande. non, c'est pas du tout poli. Depuis qu'elle est naturelle C'est- française, elle est devenue normande. Ah oui. non, non, non. Mais non, dans non, votre non, livre, non. vous le dites d'ailleurs ça d'une façon très très subtile. Vous dites, quand j'ai un partenaire masculin, soit il y a des choses qui passent entre moi et lui, un feeling, hein, pour appeler ça en anglais, il y a un courant qui passe. Alors vous dites très bien, et d'ailleurs d'une façon très gentille, qu'avec M. Anthony Quinn, ben, rien n'est passé, Non, pas du tout. qu'avec M. John Wayne, c'était pas non plus, et qu'il y a finalement M. Peter Sellers, M. Alec Guinness, là où c'était formidable, vous avez tout de même un regard critique. Ah, on vous a lu à fond, hein. On vous a lu à Vous fond. avez vu? Ah oui, oui, mais à sa façon. Pas comme un critique littéraire, vous À sa savez, qui façon, lit ce 3 qu'il pages et voulait qui fait un entendre, papier il a- de 12. Ouais. Non, non, oui, c'est vrai. J'ai trouvé des choses positives chez quelqu'un, des choses un peu négatives chez des autres. Oui. Elle est gentille, hein. Oui. Vraiment charmant. J'ai parlé aussi de Marlon Brando. J'ai dit aussi que dans le film de Charlie Chaplin, Il était venu en c'est touriste. un acteur qui moi, j'admire beaucoup parce qu'il a fait des choses formidables. Mais dans le film de Charlie Chaplin, vraiment, il n'était pas dans sa peau. Vous dites surtout à Marlon Brando et Chaplin, c'est que pendant que Chaplin vous expliquait le film, il dormait tout le temps. Oui, oui, c'est vrai. Mais Ouais. ça, c'est une attitude. Il y a des gens qui ont de la chance, ils peuvent dormir n'importe quand, n'importe où. Mais Moi, je crois peux qu'il pas. faisait semblant quand même. Hein? Oui. Parce qu'on ne peut pas s'endormir quand on parle avec Charlie Chaplin, c'est Eh, pas il me possible. semble, Et il me Marlon semble. Brando, c'est quelqu'un de très sensible. Je crois qu'il faisait semblant. Chaplin vous a aussi donné un conseil très très important, puisqu'il vous a dit au cours du tournage, justement, Sophia, il y a une chose que tu ne sais pas faire,
c'est dire non. Est-ce que vous avez appris à dire non? Oh, je ne sais pas encore le dire. C'est déjà pas mal de Parce savoir que que c'est ça qu'il faut dire. Oui, mais c'est très difficile parce que quand on n'a pas une nature assez forte et sûre, comme Charlie Chaplin l'avait, et on ne sait jamais si vraiment, en disant non, tu es dans la vérité ou pas, si c'est bien pour les autres et pour toi. C'est très difficile de dire non. Il y a toujours En une- être vraiment convaincu que c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas faire. C'est très difficile. il y C'était a, un choix. il y a cette dualité permanente en vous de oui, non. Un peu moins maintenant, je dois dire. C'est un peu plus le nom. J'ai grandi, un peu plus de non. Est-ce bon signe? Ah oui, parce que je choisis mieux, j'espère. Mais à propos de mythologie, Sophia, malgré votre simplicité, je me demande si vous n'êtes pas la dernière d'une espèce en voie de totale disparition, celle des stars. Moi, j'ai jamais aimé d'être considérée comme quelqu'un d'exceptionnel. Oui, mais il ne s'agit pas de savoir si vous l'aimez ou pas, Et les la gens vous star, considèrent. je crois que C'est la parfait. star, c'est quelque chose que les gens pensent de toi. Ouais. Moi, dans ma vie, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours aimé quand les gens ont apprécié mon travail. Mais j'ai toujours essayé, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, d'être loin vraiment de l'image de la star. Comme vous dites. Quand vous regardez dans une glace, c'est votre image qu'elle renvoie. Vous pouvez Oui, mais pas c'est faire, vous l'image pouvez pas changer. pour moi, c'est l'image de Sofia Cicolone, même pas Sofia Loren. Ouais. Oui, alors il y a justement. Ce sont les autres oui. qui pensent ça de Mais il y moi. a justement une chose intéressante aussi dans votre livre. Vous parlez, vous êtes à Cannes, moment du festival, des mondanités, etc. Et vous dites, je me regarde marcher, avancer dans cette foule. On a l'impression que Sofia Cicolone regarde à ce Bien sûr. moment-là Sofia Loren. Que pense Sofia Cicolone de Sofia Loren? Ah, ça, à ce sont les moment-là. moments les plus beaux pour moi, parce que vraiment, je peux me déplacer, aller dédoubler, aller dehors de moi et me regarder comme si c'était un rêve. Mais je fais ça seulement dans les moments vraiment dans ma vie qui sont incroyables, que je ne m'attends pas. Quel est le pire destin pour une actrice, celui de Marilyn Monroe? Vous en parlez très bien dans votre livre, vous dites même d'une façon assez touchante, à un moment, elle était ma sœur. Et pourtant, vous ne l'aviez jamais rencontrée. Mais je crois que la vie d'une actrice, sa vie privée, est une chose très importante. Je crois que Marilyn Monroe, dans sa vie privée, a été vraiment terriblement déçue de tous ces mariages qu'elle a faits, et surtout avec le mariage avec Miller qu'elle a fait. Alors vraiment, il y a eu un moment dans sa vie où elle se sentit vraiment seule, sans amis vraiment avec lesquels elle pouvait parler, s'exprimer, avoir un contact, qu'elle est vraiment s'est tuée parce qu'elle a dit « je vis pour quoi, pour qui, la vie ne compte pas pour moi, je me tue ». Moi, je n'ai jamais rencontré Marilyn, jamais, jamais dans ma vie. J'ai toujours voulu la rencontrer, mais c'est jamais passé ça. Et vraiment, quand elle s'est tuée, et mon mari m'a téléphoné, quand il m'a dit cette chose au téléphone, il l'a fait avec beaucoup d'attention et beaucoup de... Ménagement. Ouais, ménagement, oui. il a pris beaucoup de temps à me dire Précaution, ça, ouais. précaution, parce que vraiment, il savait combien je l'aimais. Sophia Loren, la carrière d'une actrice dépend d'un nombre considérable de hasards. Il y a les concours de beauté, il y a la rencontre avec un producteur, avec un metteur en scène. Il y a quelqu'un qui vous téléphone. Je me souviens parfaitement, il y a quelques années maintenant, je n'avais jamais entendu parler de Bien Sophia sûr. Loren. Tout à Et fait, j'étais mes à débuts. Cannes et je vous ai filmé. Vous ne saviez pas très bien sourire, vous ne saviez pas encore très bien marcher. Et 3 ans après, c'était là vraiment le triomphe. Oui, mais quand même, ma présence à l'impératrice. Cannes ouais. cette année pour l'Or de Naples, Ouais. c'était vraiment C'était- une chose c'était- très c'était quand importante même pour très ma important. carrière. Mais je veux dire, si vous voulez, qu'on est alerté parce que quelqu'un vous dit il y a une actrice qui, etc. Et vous, ça s'est passé pour vous de la même manière. Bon, il y a en tout cas une chose qui est très curieuse, c'est que certains de vos rôles que vous avez eus, c'est parce que d'autres actrices les ont abandonnés. Ça fait partie du hasard. Oui, mais ça, c'est toujours, c'est normal quand on commence dans notre carrière. Par Il y a exemple, toujours la chance, le moment qu'il faut prendre. Quand une actrice déjà arrivée n'aime pas faire un certain rôle, et tu prends sa place. je crois que si on n'a pas de chance, il ne faut pas faire ce Euh, métier, de toute façon. Comment? Je crois que si on n'a pas de chance, il ne faut pas faire ce métier. Oh, je ne crois pas que c'est seulement une question de chance, mais ça c'est aide. même une question de tempérament, une question de talent, une question de...
il y a tellement de choses qu'il faut rassembler pour notre métier qui c'est inouï. Et dans le cas de la Chauchera, par exemple, c'était pas vous qui deviez faire ce film qui vous l'a tellement Non, apporté. c'était près du livre de Moravia. Et je crois que Moravia avait dans la tête de faire jouer ce rôle à Anna Magnani. Oui. Mais Anna Magnani a refusé parce qu'elle pensait que moi, je ne pourrais jamais être sa fille. Et alors, De Sica a essayé de la convaincre. À un certain moment, Anna Magnani a dit à De Sica, quand il se saluait sur la porte, « Pourquoi tu n'essayes pas de faire le rôle de la mère à Sofia ?» Mais je crois qu'elle a dit ça ironiquement. Et De Sica a dit, « Mais je crois que c'est vraiment une bonne idée. Je crois que je vais faire ça. » Alors, il m'a envoyé tout de suite un télégramme. « Aie confiance en moi. Tu feras la mère et une fille de 14 ans ferait ta fille. » Et ça, vraiment, fera ta carrière. Et depuis, ma carrière a changé complètement. Car c'était un film Parce très que important. sans la Chauchara, ma carrière pouvait être n'importe laquelle. Ce qu'il faut dire qu'en Italie, on a l'impression que vous êtes tous comédiens d'ailleurs, parce que vous aviez quand même... Mais surtout les Napolitains, je dois dire. Surtout les Napolitains. Vous aviez quand même une concurrence. Enfin, tous les ans, il y en avait une autre qui arrivait. Il y a quand même eu ce fameux duel, on peut parler, avec Gina Lollobrigida. Est-ce qu'il y a eu un duel, là, véritablement? Est-ce que c'était la guerre? Oh non, je ne crois pas. Moi, j'avais à cette époque-là 16 ans. Elle avait déjà commencé à faire le cinéma depuis longtemps. C'était une star Et déjà. elle était une grande star. Et moi, j'allais naître à l'horizon. Alors c'est pour ça que les journaux, peut-être, ont essayé de faire naître cette rivalité que, de ma part, il n'y en avait pas, parce qu'il n'y avait pas raison d'être. Parce que moi, je pouvais faire des choses que Gina ne pouvait pas faire, et vice-versa. Alors justement, vous occupez maintenant cette position au sommet. Quand vous regardez les jeunes générations de comédiennes italiennes qui montent, bon, on peut citer des noms, Ornella Muti, Laura Antonelli, Agostina Belli. C'est les noms qui descendent. Oui, enfin. Ça termine tout en i. Ça termine Belli, tout en i. Antonelli. Oui, ne fuyez pas ma question par une boutade. Non, est-ce que vous avez, enfin, je crois qu'il vous faut avez une attendre. crainte là de ces générations? Ottavia Piccolo. Oh, pas Ottavia Piccolo. Ottavia Piccolo, oui. Mais je ne sais pas, je crois qu'il faut attendre parce qu'il faut qu'on nous donne encore ces actrices des preuves que vraiment elles ont du talent parce que pour le moment elles sont vraiment jolies. Elles ont fait des films qu'ils ont réussi même ici en France. Mais je ne sais pas dans le temps si ça va continuer comme ça. Je ne sais pas. Parce que même pour moi, c'était comme ça tout à fait au début. Mais je crois que non, en tout cas, je crois que c'était très difficile pour moi de m'imposer comme actrice parce que j'ai été considérée tout à fait au début comme une fille très belle, mais peut-être sans âme. Vous n'aviez pas le droit de tout avoir. Mais j'ai eu la chance, vraiment assez tôt dans ma carrière, de rencontrer De Sica. Et quand j'ai fait la Chauchara, tous ces soucis que moi j'avais dedans moi, ils sont finis. Parce que vraiment, la Chauchara, pour moi, c'était un tournant très important dans ma carrière. Et on parle de la Chauchara, ça fait déjà, la Chauchara, je l'ai fait dans 61. Ça fait longtemps. Et deuxième chance, c'est de rencontrer Ettore Scola et de faire une journée particulière. L'année dernière, oui. Et vous m'aviez dit, lors de la précédente interview que nous aviez accordée, après ce film, ma carrière va changer, je choisirai différemment maintenant. Est-ce que vous avez tellement choisi différemment vos rôles depuis une journée particulière, les films que vous avez faits? C'est pas facile de faire des films à l'auteur d'une journée particulière. On ne peut pas faire chaque année un film comme la journée particulière, j'aimerais bien. Même le metteur en scène. Mais même le metteur en scène, ça fait 2 ans qu'il ne travaille pas. C'est une chose très difficile, le cinéma. Ça dépend de tellement de choses. On aimerait bien faire un chef-d'œuvre chaque année, mais on ne peut pas. On choisit, on essaye de trouver des choses importantes, des idées fantastiques. On essaye. Et puis on croit quelquefois qu'on a une très bonne idée, et puis une fois que le film est terminé, ce n'est plus ça. Ça peut se passer aussi. Ça, ce sont les incognitos de notre métier. Absolument. Sophie Loren, on ne va pas s'attendrir et pleurer des larmes pour rien, mais est-ce que votre vie finalement est toujours très drôle parce que vous ne pouvez pas aller dans la rue, vous ne pouvez pas aller au cinéma, vous ne pouvez pas aller dans un magasin, vous êtes harcelé par des gens qui, disons-le, des fous, des obsédés, des gens qui vous menacent. Quel monde! Oui, non, mais c'est vrai. Et pour prolonger la question de François, l'avis de votre sœur qui dit « Je me demande parfois si Sophia a de bons moments dans la vie ». Ah. J'aimerais lui demander la même chose à elle. Mais pour ce qui me concerne, moi je crois que j'adore la vie que je fais. Je crois que oui, il y a des moments dans la vie
quotidienne où je ne peux pas faire les choses que les autres font. Mais je pense aussi que quand même, tout à fait au début de notre carrière, de ma carrière, moi j'ai lutté vraiment pour être quelqu'un, pour être reconnu par un public. Et maintenant, je dois nier ce public. Non. Quand les gens me rencontrent dans la rue et ils me reconnaissent, moi je suis toujours contente. Parce que ça pourrait être terrible, le contraire. S'ils ne te reconnaissent pas, je dis, mais alors où je suis, qui je suis plus rien. C'est fini. Finalement, votre vie, c'est un vrai conte de fées. Qui est devenu réalité. C'est Cendrillon, c'est l'histoire de Cendrillon, je crois. Mais tout, ce n'est pas passé avec un coup de baguette magique comme dans Cendrillon. Je crois que tout ce que j'ai eu dans ma vie, je le mérite parce que j'ai travaillé beaucoup et j'ai fait n'importe quoi pour arriver où je suis arrivée. J'ai sacrifié même quelquefois ma vie. Voilà, vous n'avez plus de désir, c'est affreux. Oh, Puisque vous avez tout eu. Mais dans la vie, on a toujours, dans la vie, quand on vit, on se dit, on a des rêves dans la vie qui deviennent réalité, très bien. Mais quand on s'arrête, on se dit, qu'est-ce que je veux encore? Alors, il y a toujours l'envie de vivre. Il y a toujours l'envie de regarder les enfants crescere, comme on dit, grandir. L'envie de faire des choses dans ta profession et des choses de te renouveler. La vie, quoi, c'est tout. Sophia Loren, eh bien, pour marquer votre passage sur notre antenne et cette interview, nous avons choisi un film dans lequel il y a deux de vos amis. Il y a le metteur en scène Vittorio De Sica et Richard Burton. Il s'agit du Voyage, le dernier film de Vittorio De Sica. C'est un film qu'il voulait faire. C'est un film peut-être qu'il voulait faire parce que peut-être il sentait que quelque chose n'allait pas dedans lui. Et vraiment, il l'a fait avec tout son cœur et il a vraiment mis tout là-dedans. Et c'était pas facile à faire. Pas facile à faire parce qu'il a fait ce film après cette grande opération qu'il a eue. Et quand il est disparu, pour moi, c'était vraiment la perte d'un père, la perte d'un grand ami, la perte d'un grand homme du cinéma mondial. Et indépendamment de tous ces souvenirs professionnels que vous avez avec lui, il y a aussi cette dédicace qu'il vous a donnée, qui je crois est très belle. Que moi j'ai demandé. Oui. Pour la première fois depuis 20 ans que je le connaissais. Alors il m'a écrit sur la photo quelque chose en napolitain qui se traduit un peu comme ça. À 15 ans, tu m'as dit oui. C'était formidable.